Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Je suis pas un vendu, j'aime les miens. Détermination, discipline, travail. L'argent, c'est rien. Le respect, c'est tout rail. PDG New Dem. Ça veut dire PDG Let's Get It. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir pour la 3e fois mon homeboy, ancien rappeur, ancien lyriciste, désormais écrivain, entrepreneur, mais surtout social activiste. L'homme que l'on nomme Ousmane Badara, a.k.a. Guns Poppin'. Comment tu vas, Alpha? Ah, ça va. Franchement, tout va pour le mieux. Après une telle présentation, franchement, tout va pour le mieux, frère. Tout va pour le mieux. C'est toujours un plaisir de te voir, frérot. Tout va pour le mieux. C'est toujours un plaisir de te voir, frérot, comme je te le disais. C'est réciproque. Wallahi, c'est réciproque. On va causer. Et d'autant plus que je t'attrape au bon moment parce que toi, t'es toujours en mouvement. Je regarde tes posts ici et là, un coup au Maroc, un coup au Sénégal. J'ai dit qu'il fallait qu'on se voit là, c'était notre moment. Voilà. Voilà. Donc, comme tu as vu, hein, donc dès que j'ai eu le moment, Inch'Allah, là, actuellement, je suis en France. Voilà. Dès que tu m'as appelé, je suis là. Ça fait Je suis plaisir. là parce que c'est une opportunité pour moi de parler à tous nos frères à travers le monde entier. D'accord? Nos frères sur le continent, mais ceux aussi à travers toute notre diaspora. D'accord? D'accord. L'Afrique, c'est la terre-mère, mais la diaspora, c'est la patrie. C'est la patrie. L'Afrique, c'est la terre-mère, je répète. La diaspora, c'est la patrie. Nous sommes des enfants du ghetto français. Voilà, nous ne sommes pas français, mais nous sommes des enfants du ghetto français. Des ghettos caribéens, des ghettos de Mayotte, des ghettos d'Haïti. Tout ça, c'est la patrie. C'est la patrie. My niggas. Ah, 25. Alors, comment on se sent après avoir planté son drapeau au sommet du mont Toubkal? Eh ben, le sentiment d'avoir accompli encore un grand pas dans l'aventure humaine. 4167 mètres d'altitude. D'accord. Se réveiller à 4 heures du matin, moins 14 degrés, traverser une tempête de neige, ne jamais abandonner pour un jour dire à mon fils, regarde ce que j'ai fait. Si tu ne fais pas mieux, aie la décence de te taire. Voilà. Si tu ne fais pas mieux, aie la décence de te taire. Voilà. Donc la vie, toujours, tu dois prouver jusqu'à la dernière minute où on est de passage sur cette terre afin d'être respectable ici et après ma mort, être mémorable. Voilà. Voilà. Le clan One, le clan des Alpulaar,
Dakar Blood, que tout, comme j'ai dit, que le Sénégal soit éclairé, puissant, respecté. Je ne dois pas me mélanger avec le médiocre. Tout ce qui m'entoure doit être noble. Tous les défis doivent être grands. Des montagnes, des océans, des livres, des documentaires. Voilà. On ne doit pas me voir à côté du futile. Le léger, c'est le plus grand contrepoids de la réputation. Tout ce qui est léger doit être loin de moi. Voilà. Voilà, mon frère. Et ça t'a pris combien de temps pour atteindre le sommet? Comme je t'ai dit, le premier jour, comme on était dans un petit groupe, fallait s'acclimater. Bon, on a fait ça à la barbare. Hein. Il y en a qui font ça en 3 jours, 4 jours. Nous, on a pris la formule express. Une journée, on a commencé de Imlil, la petite ville en bas, jusqu'à 3200 mètres d'altitude. On s'est arrêté au refuge. On est resté là-bas pour se reposer. Et le lendemain, à 4 heures du matin, on a attaqué les derniers 1000 mètres de dénivelé. Mais malheureusement, ce jour-là, on est tombé sur une tempête de neige. C'était le premier jour où ça neigeait sur le Toubkal en plus. Mais alhamdoulilah, c'est ça qui fait plaisir. Ça veut dire les conditions les plus extrêmes, même sans entraînement, sans m'acclimater. C'est la première fois que je fais ça à une telle hauteur. J'y suis arrivé, alhamdoulilah. Mais je rappelle avant que j'ai fait le mont Sinaï. J'en ai fait d'autres encore, tu vois, Inch'Allah. D'accord? Et je continuerai encore à aller encore de plus en plus. Inch'Allah. Ça veut dire tout doit être dans l'élévation, la grandeur. D'accord? Rien de médiocre ne doit être associé ni à mon nom, ni à notre pays, ni à notre continent, ni à notre peuple. Voilà. Tout doit être grand. Et c'est bien que tu parles de continent, parce que tout le temps, tu montres à quel point t'aimes les Marocains et les ressortissants. Tu vois, toujours, t'es élogieux à leur égard, etc. De surcroît, il y a une belle relation entre le Sénégal et le Maroc, Wallah, tu vois. Wallah. Franchement, je suis très attaché à ces berbères du Sud, là. C'est comme une seconde famille pour moi. C'est que les gens, ils savent pas, à chaque pays que je fais une alliance, comme une allégeance, comme le prophète, il faisait, avec un frère là-bas, avec lequel j'échange tout le temps. On se parle quand c'est la Eid, quand c'est la fête, même quand il y avait le séisme au Maroc, ils m'ont appelé. C'est devenu comme des secondes familles. On parle beaucoup d'Égypte, mais nous avons cette chance d'avoir sur notre terre, l'Afrique, le Maroc qui est un livre où toutes les civilisations sont passées. Et ce qu'ils ont de grand, ces Marocains, c'est qu'ils ont tout préservé, des Idrissides jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas, après l'Égypte, en Afrique, un pays où l'histoire a été si préservée. Et ils ont un artisanat, comme je considère vraiment aujourd'hui comme presque le premier. Voilà. Ça, c'est reconnu partout. Vous trouverez des Péruviens, vous trouverez des Australiens, vous trouverez des Turcs, vous trouverez tout le monde venir au Maroc s'inspirer. Voilà. Et c'est sur la terre africaine. Voilà. Donc, il faut donner au Maroc ses lettres de noblesse, sans exagérer, bien sûr. D'accord? Toujours nous inspirer pour aller de l'avant. Et je suis vraiment très content de cette fraternité sénégalo-marocaine qui date, je rappelle, des Almoravides. Et bien avant. D'accord? Les empires soninké avec l'empire du Ghana, tout ça. Absolument. Voilà. Toutes ces routes-là, tu vois, qu'il y avait des gens qui passaient par Sijli Massa. Quand vous voyez la ville marocaine d'Agdez, c'est synonyme d'Agadez au Niger. C'est pour ça qu'elle s'appelle Agdez. Parce que les caravanes qui partaient d'Agadez au Niger, elles passaient par Agdez. C'est pour ça que la ville marocaine elle s'appelle Agdez. Quand vous descendez de Ouarzazate pour aller à Zagoura ou de l'autre côté. Voilà. C'est un grand pays que je respecte beaucoup. Voilà, que la paix soit avec tous mes frères marocains. Vous avez un très grand pays. Soyez-en fiers. D'accord? Et que Dieu vous bénisse. On embrasse les frères et le pays, bien entendu. Voilà. Et tu sais, c'est marrant, mais tu sais, ton amour pour les voyages s'est vraiment accru au fil des années. Tu vois? Et toi, moi-même, comme tout à l'heure, je te le disais dans l'introduction, je te voyais, tu étais à chaque fois aux 4 coins du globe. Mais tu as dit que cet amour est né après ta rencontre avec l'imam Iqiyoussen. Voilà.
C'est l'imam Hussein. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit à propos des bienfaits? Eh bien, si je te dis, c'est vers 2013, 2014, j'ai galéré. Tu vois, j'ai vu un voyage qu'il faisait en Andalousie. J'ai pris le voyage comme ça. Franchement, je ne m'attendais à rien du tout. Mais j'ai rencontré l'imam Hussein et il a déclenché en moi. Tu sais, c'est toujours Dieu, il envoie des gens sur ton chemin pour que toi, tu puisses faire ton aventure personnelle. Et depuis ce jour-là, presque, je ne l'ai pas revu. Depuis ce voyage-là. Je l'ai vu une fois à la mosquée d'Hermont. Il faisait une conférence, après, je ne l'ai plus revu. Tu vois, que là où il est, que Dieu le bénisse. Mais il y a plein de gens, ils ne savent pas que l'imam Hussein, il a fait son doctorat sur l'empire de Sokoto, de Ousmane Dan Fodio. L'imam Hussein, c'est un homme qui respecte tellement l'histoire de l'Afrique que son doctorat, il l'a fait sur le royaume de Sokoto, de Ousmane Dan Fodio. Il m'a appris beaucoup de choses sur le rite malikite. L'esclavage en islam, c'est quoi Sijli Massa, c'est quoi les thèses malikites, sur tout ce qui se passe avec le peuple noir. Moi, c'est l'imam Hussein qui m'a appris ça. Donc, il a déclenché en moi cet amour de recherche. D'accord? Et je continue. Si je continue aujourd'hui, c'est grâce à Allah et grâce à lui. Et grâce à aussi un autre grand imam que je n'ai jamais eu de rencontre, que j'ai jamais rencontré, mais que je vois que c'est Rantan, c'est l'imam Hassan Hamdouni, de Belgique. Voilà. Des grands messieurs, voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, on a des frères comme Ousmane Timera, on a des gens comme Sofiane Meziani, tu vois, des gens qui sortent des sentiers bâtis, voilà. Voilà. Donc, respect à leurs pensées, voilà. Et moi, je trace mon cratère de côté, voilà. Voilà. Ramener tout ça, Inch'Allah. Rassembler toute leur sagesse, ramener ça dans notre continent, voilà. Et tu sais, là où on parle toujours de adab, de comportement, moi j'ai lu ton livre, bien entendu, et tu vois, tu avais parlé, on y reviendra longuement, tu penses bien, mais tu avais parlé justement d'une anecdote en Grèce, où tu parlais d'un dealer sénégalais, d'accord, qui était sur une place, en train de vendre du crack au vu et au su de tout le monde. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et toi-même, tu étais désolé de cette situation parce que en tant que noir, ça ne servait pas la cause. Voilà. Je te dis ça, mais je pense également à l'anecdote à Naples avec les femmes qui faisaient office d'objets sexuels. Voilà. Qu'as-tu à nous dire par rapport à ça, 25? Je peux te dire que il faut déjà qu'on rappelle toujours à nos frères que la pauvreté n'excuse pas tout. La pauvreté n'excuse pas tout. C'est pas parce que tu n'as pas de quoi manger que tu dois foutre tout l'avenir de la communauté noire en l'air. L'avenir de la communauté noire est plus sacré que ta vie. Pourquoi? Puisque tes enfants vont en bénéficier. Toi-même, tu vas en bénéficier dans ta vie. Tes ascendants vont être respectés grâce à ça. Il y a des lignes à ne pas franchir. Moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Vous savez, bien aujourd'hui, moi, c'est que je pense aujourd'hui des dealers de drogue, c'est des rebis, ça ne m'intéresse même pas de ce genre de mecs-là. Mais quoi que tu puisses faire, fais en sorte que ça ne se retentisse pas sur l'avenir de notre communauté. Si tu vends la drogue, sois discret. Pas au vu et au su de tout le monde. De telle sorte que demain, les Grecs vont empêcher tous les frères d'avoir des papiers à cause de ton comportement. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, plein de frères sont bloqués là-bas au camp de Lesbos. Il y a des enfants qui se suicident. Il y a des adultes qui s'automutilent parce qu'on ne les laisse pas sortir. Et quelque part, c'est à cause de ce genre d'actes, de ce frère égoïste. J'étais à Florence, pareil. À Florence, vous allez à la gare, c'est des gangs de Somaliens, des gangs de Tunisiens, des gangs de Sénégalais. Chacun, ils vendent des petites galettes comme ça. Au vu, au sud, tout le monde. Mais comment voulez-vous que des gouvernements de ce genre de pays vous facilitent l'accès au papier? Voilà. Ok, t'as souffert, t'as traversé les océans. T'as été réduit presque en marchandise. Mais t'es un privilégié, t'es arrivé vivant sur cette terre. Il y a des milliards d'Africains, des milliards
qui veulent venir. Donc, quand tu viens ici, si tu n'as pas d'handicap physique ou mental, tu n'as pas le droit de mendier. Tu dois aller tout de suite trouver un travail. Fais une formation, inscris ou trouve un travail. Fais quelque chose. Mais, parce que si les gens qui étaient avant toi avaient agi de la sorte dont toi tu agis, tu ne viendrais pas. Voilà. Voilà, c'est tout. Si nos parents, si les anciens Soninké, les anciens Peul, les anciens Mandingues, les anciens, ils avaient agi de la sorte, on aurait fermé l'Europe. Tu ne serais même pas venu ici. Mais ils se sont très bien comportés, c'est pour cela qu'on a laissé des gens venir. Donc, il faut toujours faire attention. Voilà. Voilà. Je ne suis pas là pour faire le moraliste, mais quand on fait les choses sales, il ne faut pas les faire au grand public. Voilà. D'accord. Et c'était quoi ta réaction face à ce dealer? Mais déjà, c'est une scène surréaliste. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un gars, il est entouré au moins par 20 personnes qui sont presque en train de le déshabiller. De le déshabiller, quand je dis déshabiller, c'est vraiment... Il y en a, ils lui mettaient des coups. Il y en a, ils voulaient... Mais je ne sais même pas. Et il sortait comme ça des galettes de drogue devant tout le monde. Devant tout le monde, il les donnait comme ça. Et ils étaient tous blancs. Et lui, c'était le seul noir. Et devant des Grecs de partout, c'était vraiment devant l'université d'Athènes. Pour ceux qui connaissent Athènes, c'est sur l'artère principale. Voilà. Ils appellent ça la Trinité parce qu'il y a 3 grands monuments. Voilà. C'est très difficile pour les Noirs en Grèce. C'est très difficile. Et tu sais, si je te lance sur ça, c'est que toi, tu es une personne assez ouverte et qui a le contact facile. Toujours est-il que là-bas, je suppose qu'il y a beaucoup de Sénégalais parce qu'ils migrent partout. Est-ce que toi, tu as pu parler avec ces frères-là? Oui, je les vois partout. Au Portugal, en Grèce, ouais, à chaque fois quand je les vois, je dis salam alaikum. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on est encore dans... Nos parents sont venus dans les ventes de babioles, de tam-tam. 60 ans après encore, ils sont encore dans la vente de babioles et de tam-tam. Voilà. Et si on veut qu'on nous respecte, quand on arrive dans le nouveau pays, maintenant, il faut qu'on amène de la valeur ajoutée. Il n'y a pas de raison que les Somaliens le font, les Soudanais le font ici à Paris. Je ne comprends pas pourquoi le Sénégalais, il vient encore pour nous vendre des tours Eiffel. À chaque fois, vous êtes en train de courir devant la police, mais il faut arrêter un instant. Un instant, il faut savoir que le respect qu'on aura, il sera réciproque par rapport à l'économie qu'on aura, que l'on voudra. Absolument. Absolument. D'accord? Personne ne respectera sur cette putain de terre des gens qui ont toujours des baloches comme ça qui courent depuis 60 ans. Ça suffit. Ça suffit. Vous êtes en France. Tout le monde peut faire maintenant auto-entrepreneur. D'accord? Trouve un secteur. Si tu ne peux pas, forme-toi. Apporte quelque chose au pays. Sans faire du bruit, vous allez voir, je vous donne même pas 10 ans. Tout ça va changer. Parce que nous sommes une grande puissance, mais nous ne sommes pas organisés. Donc les gens, ils viennent, ouais, j'ai besoin de manger. Mais finalement, est-ce que tu manges? Finalement, je vois les nouvelles générations, ils n'arrivent à rien faire. Ils arrivent à rien faire. Parce qu'ils ne sont pas organisés. Et toi, tu es défaitiste quand tu vois tout ça? Moi, je ne suis pas défaitiste parce que je sais que beaucoup d'entre nous de la diaspora, moi, j'ai toujours pensé que c'est les gens de la diaspora qui vont changer l'Afrique. Voilà. Et je sais que nous, malgré déjà tout ce qu'on dit sur nous parfois au pays, malgré parfois même les bâtons dans les roues qu'on nous met au pays, Inch'Allah, nous avons cet amour intrinsèque pour le pays. Et quand tu aimes quelque chose, tu ne comptes pas. Et tous les obstacles vont tomber. Tous les obstacles vont tomber, Inch'Allah. Moi, j'ai trop confiance. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai 4 immeubles, mais je connais des gens, ils ont 5, ils ont 6 qui sont venus même après moi. Je connais des gens, ils ont des entrepôts. D'accord? Bientôt, tu vas voir les frises, ils vont rentrer. Sean, il va rentrer. D'accord? Autour de moi, j'ai mon petit frère Tidjane, il est rentré. D'accord? Nous travaillons notre pays. Nous travaillons notre pays. Voilà. Nous logeons nos frères dans des conditions standards comme s'ils étaient en Europe. Voilà.
Wallah, c'est que j'aimerais, si un jour, si tu as le temps, tu passes à Dakar, tu vas à nos locataires, là où ils sont logés, tu leur demandes comment c'est. Voilà. Voilà, parce que nous aimons notre pays. Nous aimons notre pays. Même si notre pays nous aide pas, c'est pas grave. Nous aimons notre pays. Nous ne voulons pas voir le Sénégal bas. Voilà. C'est bien 25 parce que franchement, t'es rempli d'amour pour les tiens et pour l'humanité même, j'ai envie de te dire, et je grossis pas le trait quand je dis ça, frérot. Et tu vois, t'as sorti dernièrement ton livre. Tu vois, c'est quoi? C'est le livre d'une vie? C'était quoi l'objectif? Comme je t'ai dit, toujours, faire un manuel de survie pour tout Renoir méritant, de telle sorte qu'il puisse naviguer dans cette vie sans qu'on lui manque de respect. Et ça passe par connaître son histoire, d'accord, surplomber son futur. Mais la chose la plus importante, c'est le respect. On peut avoir tout l'argent du monde. Si on n'a pas le respect, on n'ira nulle part, je vous dis, les chers frères. Voilà. Et ce livre-là, c'est une ode au respect. D'accord? Donc comme dans l'introduction, comme je l'ai dit, comme Machiavel, vous savez, Machiavel, c'était un penseur du XVIe siècle, 15e, 16e siècle. D'accord? La Renaissance, à peu près. Il avait fait un livre pour les gouvernants qui s'appelle Le Prince. Ça veut dire que tous les gouvernants, pour contrôler le peuple, pour diriger le peuple, pour maîtriser leurs conquêtes, devaient s'appuyer sur ces gens. Il avait fait ça pour Laurent de Médicis. D'accord? Ben, mon but, moi, c'était faire un livre pareil, mais pour les Noirs. Parce que nous n'avons pas d'amis dans ce monde. C'est ça la réalité. Nous n'avons pas d'amis dans ce putain de monde. Quiconque se différencie, nous, un peu d'épiderme, même d'un petit éclaircissement, se croit supérieur. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Mais ça, c'est les faits de tous les jours. Tu vas en République dominicaine, les métis se prennent pour supérieurs aux Haïtiens. Tu vas en Afrique du Sud, les métis veulent faire leur clan, ils ne veulent pas se mélanger avec les Noirs. Pareil en Angola, pareil au Cap-Vert. Tu vas chez les pays arabes, même s'il y en a parmi plein de niggas, ils ne veulent pas être mélangés avec les Noirs. Tu vas en Inde, c'est pareil. Tu vas en Indonésie, qui est un grand pays musulman, ils font la ségrégation par rapport aux Papous. Tu vas en Amérique du Sud, même les Latinos, les Portoricains, les Dominicains, ils se croient supérieurs aux Noirs parce qu'ils sont plus foncés. Mais ça, c'est là. Même chez nous, les gens les plus clairs, parfois, se prennent supérieurs. D'accord? C'est chez nous et en Inde que les produits éclaircissants se vendent le plus. C'est une maladie. C'est un cancer. Et le but de ce livre, c'est extirper le noir de ses pièges. D'accord? Pas recevoir l'amour des autres, mais exiger le respect. Voilà. Que quand il marche, on dit voilà un grand. Quand il va dans un pays où il est tout seul, on dit voilà, ça c'est un grand peuple. C'est un représentant d'un grand peuple. Voilà, c'est ça le but de ce genre. Mais sans te couper, tu sais, il y a cette idée où tu t'adresses aux Renois, mais moi j'ai l'impression que pas que. Tu vois, parce que tu parlais à l'époque de la Grèce antique où les gens allaient étudier en Égypte. Tu rends vraiment à l'Afrique toutes ces lettres de noblesse. C'est pour ça que, est-ce que c'est pas réducteur quand tu dis que c'est destiné uniquement aux Renois? Strictly for you niggas. Strictly, tu sais quoi? Dis-moi, en priorité, strictly for my niggas. En priorité, ce livre, je l'ai fait en pensant à mes Renois. Parce que c'est mon peuple. Je dois commencer par balayer devant chez moi. Mais, tu sais, la vérité, elle est universelle. La vérité, elle est universelle. Tout peuple opprimé pourra y puiser aussi les sciences pour s'en sortir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'Arabes qui l'ont acheté, beaucoup de Blancs opprimés l'ont acheté. Moi, j'ai fait exprès de ne pas le vendre, que de le vendre dans mon site pour savoir le profil des gens qui l'ont acheté. J'ai ici la liste des 1000 personnes qui l'ont acheté. J'ai ici la liste. J'ai 75% de niggas, j'ai à peu près 15% de rebeux,
j'ai 10% de blanc. Et je suis super content. La honte, c'est que j'ai fait mon livre et j'ai 75% de blanc, j'ai 15% de rebeu et 10% de renois. That shit is fake. D'accord? C'est pour mes niggas, c'est à eux que je m'adresse en priorité. Mais tout rebeu qui les lit avec la sincérité, il trouvera les sciences parce que ce sont des sciences basées sur l'amour de l'autre d'abord. D'accord? Le respect de l'autre. Excuse-moi, je voulais dire. Il n'y a aucune phrase désobligeante envers une autre race. Absolument. Il n'y a aucun appel de suprématie dire que les Noirs sont supérieurs aux autres dans ce livre. Absolument. C'est juste leur dire, hey, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Rien ne doit plus être comme avant. Voilà. Mais c'est bien que tu dis ça parce que, Voilà. tu sais, on peut avoir plusieurs grilles de lecture. Tu vois ce que je veux dire? Et clarifier la chose comme tu le fais, c'est magnifique, frère. Bon, après, il y en a qui méritent aujourd'hui un prophète de la haine. Mais niggas, I strictly don't give a shit. D'accord? Parce qu'ils ont un agenda. Mais qu'ils sachent que moi aussi, j'ai un putain d'agenda. D'accord? Mon agenda, en premier, c'est libérer mes niggas. C'est pas libérer le monde entier, c'est libérer mes niggas. D'accord? D'accord? Voilà. Mais si, parce que c'est un truc de bouffon que pour voir libérer les Renois, manquer de respect aux autres. Ça, je ne le fais pas, moi. Moi, j'ai pas besoin de rabaisser les autres, d'accord, pour élever les Renois. Ce que j'ai besoin, c'est juste rétablir la vérité historique. Tu m'as vu au Portugal, tu m'as jamais entendu parler mal sur le portugais. Pourtant, c'était les artisans de la traite négrière. Mais je ne suis pas là pour pleurnicher. Je vais au Maroc tout le temps. Là, Inch'Allah, si Dieu me le permet, je vais en Albanie. Je vais aller au Kosovo. Je vais aller en Bosnie. D'accord? Mais 25. Tu vois, toi, t'as ce côté militant. Franchement, t'es un militant. Tu te bagarres, tu te livres, etc. Tu vois, tu me fais même bafouiller, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais qui t'a donné cet ADN-là? C'est ton père, parce que tu disais constamment que Voilà. Mon père, lui-même était un guerrier, Voilà. un guerrier de la paix. Voilà. Monsieur Salifouane. Monsieur Salifouane. Voilà. Grand monsieur. Voilà. Mais je dirais bien avant, puisque moi, ma famille, ils ont participé avec Souleymane Baal. Un de mes ancêtres, il était à l'école avec Souleymane Baal à l'université de Pire. Tafsir Wan. Il était à l'université de Pire dans les années 1700 avec Souleymane Baal. Mon arrière-arrière-grand-père, Alpha Oumar, il était le général de l'armée de Alhaj Oumar Tall. D'accord? Nous avons toujours fait la guerre, nous. C'est rien pour nous de nouveau, c'est rien pour nous tout ça. Voilà. C'est rien. Mais seulement, à un instant, il faut qu'on amène les choses plus loin. Parce que maintenant, nous vivons dans un nouveau monde où on doit être intégré. Mais on ne voit pas, moi, je ne vois pas le problème comme problème de Al-Poulard ou problème du Sénégal. Je vois le problème maintenant du reste du monde, une partie du monde corrompu qui veut rabaisser les Noirs pour exister. Voilà, c'est tout. Parce qu'à travers la victoire à travers le rétablissement de nos droits, c'est nous tous, on va en profiter. Voilà. Je te donne un exemple. Si toi, tu nourris que ta famille, tu as fait que ton devoir. Mais si tu nourris tout le village, là, tu es respectable. Voilà. Donc, le but, c'est de nourrir tout le village. Voilà. Sans oublier ma famille en premier. Voilà, c'est tout. Merci 25. Tu fais du bien, frère. C'est important. Gunspotting. Merci pour ça. Sincèrement. Je vais rebondir sur le livre. Forcément, ici, on va partout, tu sais bien. Moi, il y a un passage et il y a un chapitre même qui m'a beaucoup plu. C'était le feu dans ton paradis. Parce que tu parles de l'estime de soi, le fait qu'il faut se respecter, qu'il faut être droit dans ses pompes. Je grossis la ligne, mais tu m'as compris, hein, bien entendu. Tu sais, je vais faire un parallèle avec Erdogan, qui disait à ses ressortissants turcs, les gars, quand vous partez à l'étranger, allez dans les meilleurs quartiers, Voilà. portez les meilleurs sapes, Voilà. conduisez les meilleures voitures. Voilà.
Et c'est comme ça qu'on va vous respecter. Regardez les gens dans les yeux. Voilà. Tu me suis? Mm. Et toi, finalement, sans paraphraser ce que je viens de te dire, c'est ce qui est ressorti de tout ça. Dans ce cas, il n'y a plus besoin de commenter. Non, mais... T'as tout dit. Non, mais... Je vais en donner plus. T'as tout dit. T'as tout dit. T'as tout dit, frère. Nous sommes des grands peuples avec une grande histoire. Ce qu'il faut, c'est rétablir cette histoire. Ne pas se focaliser sur l'Égypte. Il faut que les Aïrois, ils fassent leurs recherches sur le royaume du Congo et ce qui s'est passé dans leur pays, le Congo médiéval, le Congo antique, je ne sais pas quoi, le grand Zimbabwe, tout ça là, d'accord? Arrêtez de vouloir être des Égyptiens. Vous n'êtes pas des Égyptiens. Et vous ne serez jamais des Égyptiens. Pareil pour les Béninois, pareil pour tout ça. Mais aujourd'hui, le noir ne connaît ni où il vient, ni d'où il vient, ni où il va. Donc, chaque petit vent qui vient, il les fait tourner là où il va. Donc, on a des noirs qui sont avec Éric Zemmour. Après-demain, tu auras des noirs qui seront des imams noirs qui sont avec les Arabes qui nous disent que ce qui se passe en Tunisie, c'est bon. Tu auras des imams convertis noirs par complexe, qui ne connaissent pas l'histoire de l'islam. Encore par mimétisme. Ouais, par complexe et par mimétisme. Et le fait de se vouloir faire accepter car il estime qu'il n'a pas d'histoire. Défendre parfois même l'esclavage. On a tout ça. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le résultat de l'ignorance de qui on est. Voilà. Mais alhamdoulilah, je vois de plus en plus dans le monde musulman noir, en tout cas, il y a des gens qui réécrivent l'histoire, d'accord, pour rétablir la dignité, comme un frère qui s'appelle Suleiman. C'est un mec qui était au Soudan, qui a fait un livre qui s'appelle 1504, l'identité des musulmans noirs. Voilà, j'ai amené même son livre, franchement, je vais le montrer, Inch'Allah, pour que les gens ils le voient. Voilà. Voilà. Ce livre-là, c'est un bijou. C'est un bijou sur le rétablissement de l'histoire de l'islam chez les Noirs. Du rôle primordial que les Noirs ont joué dans l'islam. Ce livre, voilà, je le conseille. Je le conseille même avant mon livre. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à l'amener aujourd'hui. Voilà. Le message est passé 25. Et tu fais bien parce que ça nous élève tout ça. Sincèrement, et c'est pas de la flagornerie, frérot. Mais tu sais, 25, je suis obligé de te relancer parce que tu sais, parfois, t'es un personnage quand même sanguin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois, tu parles comme ça. Moi-même, je te regarde à travers les publications, à travers les réseaux, etc. Il y a des fois, je suis mort de rire. Il y a des fois, je t'accompagne parce que t'es comme ça, frère. Tu sais, est-ce que c'est toujours aussi opportun de donner son avis surtout? Tu vas comprendre là où je veux en venir, mais il y a quelques temps, il y a Deontay Wilder qui a fait un match de boxe et qui a perdu. T'es venu le lendemain, c'est bien fait. Tu es nul, tu as foutu la honte à tout le monde. Contre Tyson Fury, précisément. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en vrai, je l'ai pris en rigolant. Mais où t'as voulu en venir? Non, l'objet, c'est pour dire tout simplement. Et pourtant, même ça, je l'ai expliqué dans le livre. Je l'ai expliqué dans le livre. Allez voir, ça s'appelle L'âge du déclin. Qu'un noir, même s'il n'a pas la force physique d'aller aux victoires, s'il a ses racines en lui, s'il repense aux souffrances de ce que nos ancêtres ont eu, il ne peut pas se permettre une défaite. Car la défaite d'un noir est vue comme la défaite de tout notre peuple. Mais la défaite de Tyson Fury est vue juste comme lui personnel. D'accord? Donc, tu ne peux pas aller tout simplement pour l'argent, dire, ouais, comme Ousmane Kamarou, la dernière fois. Tu sais, les gens me disent qu'il a descendu, mais il dit, ouais, j'y vais pour l'argent. Non, mec. Tu dis que tu représentes l'Afrique, il ne faut pas dire que tu vas pour l'argent. Si tu perds, c'est l'Afrique qui perd. Sinon, il ne faut pas y aller. Faut pas y aller. Faut pas... Moi, tu as vu, moi, je ne suis pas amateur de boxe. Hein. Je regarde, tu sais quoi? Mais je lui dis, hey, tu dis, si tu représentes l'Afrique, tu as intérêt à gagner, mec. Tu as intérêt à gagner. Voilà. Parce que ta défaite, c'est
c'est interprété par les Tchétchènes ou les autres comme une défaite de tous les Noirs. Par contre, la défaite d'un Tchétchène, la défaite d'un Chimaev, c'est pas interprété comme la défaite de tous les peuples tchétchènes. C'est interprété personnellement comme la défaite de Chimaev tout seul. D'accord? Parce que nous, on a un passif historique lourd. À chaque fois que l'un de nous, il perd, c'est vu comme une confirmation de notre infériorité. N'est pas Jesse Owens qui veut. Eh bien, dans ce cas, mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais c'est toujours, comme j'ai dit, voilà. Donc, va pas dire, ouais, on va... Et tu viens dans une conférence. Moi, c'est ça qui m'a le plus fait mal. Kamaru, il dit, on va danser. Le mec, il lui dit, le Chimaev, il lui dit, je viens pas danser, je viens te tuer. Mais rien que ça suffit déjà de ne pas accepter la défaite. Moi, je viens pas danser, je viens te tuer. L'autre, il prend à la légère, l'autre, il vient à la guerrière. Quand Kamaru, il perd, c'est nous tous, nous perdons. Voilà. C'est comme ça que je vois ça. Selon ta grille de lecture. Voilà. Mais c'est comme ça que les vrais Renois devraient le lire. Parce que nous avons un passif historique qui fait en sorte que si l'un de nous, il perd, c'est tout notre peuple qui est associé à cette défaite aux yeux des autres. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. C'est une réalité. C'est pas normal, mais c'est une réalité. Voilà. Donc, tu peux... Après, encore le plus marrant, c'est que tu sais, après ça, il y a un petit, il m'a envoyé quand il... demain, Tyson Fury va se battre. S'il te plaît, ne le descends pas. Et puis, c'est pas... Il savait même pas que tu es Ngannou, excuse-moi. Demain, le grand, excuse-moi. Demain, Ngannou va se battre. Il va se faire fumer. Regarde ce qu'il me dit. Il va se faire fumer par l'autre. Mais s'il te plaît, ne le descends pas. C'est pas sa catégorie, c'est, je sais pas, sa spécialité. Il dit, Lil nigga, qui t'a dit que je le calcule même, c'est Ngannou. Mais big up à lui, t'as vu. Il nous a fait grandir, frère. Absolument. Il nous a fait passer un pas. Qu'on le veuille ou pas. Absolument. D'accord? C'est pas que sa victoire à lui. Voilà. T'as vu? C'est pas que sa victoire à lui. À chaque fois qu'on demande à des champions, tu veux l'affronter? Ah non. Ça veut dire qu'indirectement, il y a une force en Afrique à laquelle on ne peut pas se mesurer. Moi, c'est comme ça que je lis ça. Et ça, c'est bon pour notre combat. Voilà. Concernant Ngannou, je suis totalement d'accord avec toi. Non, big up à lui. Franchement, respect à lui. Il nous a fait vraiment... C'est une défaite qui vaut 1000 victoires. C'est une défaite qui vaut 1000 victoires. Qui vaut 1000 victoires. Vraiment, c'est une défaite qui vaut 1000 victoires. Voilà. Respect. Je partage ton propos, frangin. Respect à lui. Voilà. Shout-out Franchement, à lui. j'aime pas la boxe, je m'en fous, tout ça. Mais c'est une défaite qui vaut 1000 victoires. Voilà. Le message Voilà, est passé, parce que tous les stéréotypes ont été cassés. Tous les clichés ont été cassés. Voilà. Gangsta Vin. Merci, frère, et je partage ton propos comme je te l'ai dit. Et tout à l'heure, pour rebondir une énième fois sur le livre, tu disais que tu avais vendu 1000 exemplaires. Ah. Félicitations. Alhamdoulilah. Magnifique. Ah. C'est quoi l'objectif d'après? Je voulais vraiment, moi, que les premiers 1000 livres aillent là où ils doivent aller. D'accord? Savoir qui va acheter les livres. Est-ce que j'ai atteint ma cible? Tu vois? Est-ce que j'ai atteint ma cible? Comme je t'ai dit, j'aurais pu vendre 1000 livres, mais s'il y avait 80% de blancs, 10% de rebeux, 10% de noirs, wallah, je ne serais pas content. Ce sera le même argent, la même somme d'argent, mais je ne serais pas content. D'accord? Mais je suis très content parce que j'ai atteint ce que je voulais. D'accord? D'abord, c'est ça d'abord que je voulais. Deuxièmement, montrer qu'on n'a pas besoin de tous ces distributeurs qui racontent leurs trucs. C'est mon livre, les 42 € à quels gens ils m'appartiennent à moi. Tout est à moi. C'est moi, j'ai fait les photos, c'est moi, j'ai écrit, c'est moi, j'ai produit, et c'est mon site qui le vend. Comme ça, d'autres frères encore vont le faire. Et ça, je me suis inspiré de frères mystiques, que je salue ici fraternellement, que je salue ici de la manière la plus respectueuse. Wallahi, que de l'amour, du respect pour toi.
Wallahi, je demande à Dieu que tu sois mon frère ici et dans l'au-delà. Oh. Ah, que de l'amour pour toi, mon frère. Tu es un grand monsieur. D'accord? Voilà. Maintenant que je sais que je peux le faire, c'est un livre à 42 €. Ça veut dire quand ton écrivain, il vend des livres à 10 €, 12 €, nous, on vend des livres à 42 €. Pourquoi? Parce qu'il faut que les choses coûtent pour qu'elles soient estimées. D'accord? Totalement. Voilà. Si mes niggas ne sont pas prêts à mettre 42 € sur un livre qui traite, c'est pas la peine. Mais ça veut dire on a des négros aujourd'hui qui sont prêts à acheter un livre à 50 € qui parle de notre histoire. C'est pas un livre à 10 €. C'est pas un livre au rabais. Voilà. C'est ça que je voulais me prouver à moi. D'accord? Et ça, franchement, ça me comble de plaisir. Ça me comble de plaisir. Il y a un frère, la dernière fois, il m'a arrêté, il m'a dit, frère, les livres, c'est la constitution de l'homme noir. Je dis, subhanallah. Il m'a dit, ton livre, c'est la constitution de l'homme noir. Chaque Renoir devrait se lever le matin, l'ouvrir et le lire. J'ai dit, voilà ce que je veux entendre. Voilà. Maintenant que j'ai atteint ce degré, que j'ai atteint ce stade-là, je vais le sortir en version poche pour que tout le monde puisse l'avoir. Je vais le sortir en version numérique pour que les frères en Afrique ils puissent l'avoir parce que les frais de port étaient trop chers pour l'Afrique. Il y avait à peu près 40-45 € de frais de port. Donc, et aux États-Unis. D'accord? Donc, pratiquement, je l'ai vendu presque qu'en Europe. En France et les pays limitrophes. Le livre. D'accord? Les ghettos français. D'accord? Donc là, maintenant, je vais les libéraliser. Je vais faire aussi la version audio. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos frères qui vont au travail, qui ne peuvent pas lire. Absolument. D'accord? Donc, je vais faire la version audio. Donc, je prépare ces trois-là. Donc, ça, c'était la première phase pour mesurer ma force intrinsèque. Alors là, je l'ai mesuré, je passe ce stade. Maintenant, je vais les libéraliser maintenant au reste du monde. Mais avant tout d'abord, il fallait d'abord que notre famille l'ait. Voilà, les 1000 soldats, les véritables 1000 soldats qui l'aient. Et ils l'ont aujourd'hui. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. T'es un rassembleur. Voilà. C'est bien. Moi, je suis admiratif. Hein. Franchement, t'es un entrepreneur né. Et puis, all by yourself. Tout. Les photos, c'est moi. J'ai vu. Tout est moi. Distribution, c'est moi. Écriture, c'est moi. Photo, c'est moi. Production, c'est moi. Voilà, j'ai tout fait. Il n'y a aucun gars qui peut dire, vous ne verrez pas un étranger venir dire qu'il va manger dans le livre. Tout est à moi. Voilà, tout est à moi. Les 42 €, ils sont à moi. Voilà. Les 1000 livres fois 42, tout est à moi. Personne ne mange. Si je décide pas, tu ne manges pas. Voilà. 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 C'est tout. T'as du respect pour ton travail. Voilà. Et t'as raison. Voilà. Faut, tu sais, comme je t'ai dit, il faut que les choses coûtent pour être estimées. Totalement d'accord. Voilà. Totalement d'accord. Et tu vois, ce côté entrepreneuriat, bon, on l'a dit quand on s'est vu la première fois, mais toi, tu faisais beaucoup d'allers-retours aux États-Unis, tu vois, très jeune. Et même en réalité, quand tu es venu ici, dans ton rap, dans ta débrouillardise, tu t'es inspiré de ce que tu avais vu là-bas, clairement. Mais au fil des années, j'ai l'impression que c'est un pays que tu ne chéris plus, qui ne t'attire plus. Tu vois ce que je veux dire? Et à l'intérieur même de ce livre, tu l'as retranscrit. Voilà. J'aime pas les États-Unis. Moi, je pense qu'au début, je suis parti aux États-Unis parce que j'étais un grand fan d'Ice Cube, parce que j'ai rêvé de ça. Et tu sais, en un instant, on a failli m'expulser d'ici. Pour quelle raison? En 2004, comme je t'ai dit. J'étais parti dans leur ambassade dans le cas où on m'expulse au Sénégal, que je puisse aller aux États-Unis. Ils m'ont donné, je te le jure, un visa de 10 ans. Entrée sortie des États-Unis. Je n'ai jamais mis les pieds. Jusqu'à qu'on m'a régularisé en 2014. Je vais rester sur la France cette fois-ci. Tu sais, et ça depuis toujours, ou du moins depuis pas mal de temps, tu as toujours parlé de la France avec respect. Parce que tu as dit que c'était ce pays qui soignait tes enfants, parce que c'est ce pays qui t'avait permis aussi de te développer, qui t'avait accueilli aussi, parce que tu es arrivé jeune étudiant.
Toi, aujourd'hui, l'homme mature que je vois en face de moi, il pense quoi de la loi immigration? Mais tu sais, la loi immigration, bien sûr, évidemment que c'est une loi ségrégationniste, raciste, mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous les immigrés, là je vais parler des immigrés en général, les Noirs et les Arabes même en général, mais ces 10, ces 15 dernières années, nous avons fait que demander et ne rien apporter. Quand il y a des choses qui sont contre nos intérêts, qui sont commis au sein de notre microcosme, nous ne les dénonçons pas comme il faut. La dernière fois, j'ai vu un jeune, il a pris carrément un caddie, il a jeté sur une autoroute. Normalement, si on était nous concernés par l'avenir de notre communauté, je ne vais pas dire jeter ces deux jeunes en pâture, mais leur dire, prendre des responsables de nos communautés, dire à ces deux jeunes-là, vous vous excusez en public pour ce que vous avez fait. Ce n'est pas digne de notre communauté. Nous sommes venus travailler. Mais nous ne le faisons pas, nous laissons passer. À chaque fois qu'il y a des débordements de notre côté, nous les condamnons pas. Nous nous taisons. Et ça, c'est vu par une partie de la population, une grande majorité aujourd'hui de la population, comme une complicité. Et parfois même comme une incitation au mal. Et c'est pour cela que ces lois-là, elles passent. À un instant, on ne peut pas que demander. À un instant, il faut qu'on nous aussi, on apporte. On n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. Que si certains d'entre nous, comme je t'ai dit, font des choses qui nous accablent, qu'on condamne ces actes, d'accord? Ça ne veut pas dire les envoyer en pâture, mais qu'on condamne ces actes. Je donne l'exemple, comme je te dis, les deux jeunes-là qui ont... T'imagines, il a sali l'islam, il a sali les Noirs, il a sali les Arabes. Il y avait un Noir, un Arabe, et il disait Allah, par Allah, il prend le truc, il jette sur l'autoroute. Il n'y a pas un responsable musulman qui condamne. Il n'y a pas les pseudo, je sais pas quoi, les responsables des cités qui condamnent. Il n'y a pas un responsable associatif qui condamne. On laisse passer. Mais mets-toi à la place des Français qui regardent ça. Mais en fait, ils sont bien contents que ça se passe. Ces Noirs et ces Maghrébins, ils sont bien contents que les gens nous fassent comme ça. On n'est plus dans notre pays. C'est comme ça que les gens y pensent. Voilà. Voilà. Ce qu'on ne tolérerait pas dans notre pays, ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, il ne faut pas que nous aussi, on le fasse aux gens. On le fait aux autres. Voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Donc, mais ça, je trouve que ça, ce n'est rien encore par rapport à ce qui va venir. Ce qui va venir. Voilà. 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 Et toi qui parles toujours d'élévation, qui parles toujours d'entrepreneuriat, même dans son pays d'origine, qu'est-ce qui te pousse à rester ici, toi? Moi? Ouais. Bon, déjà, la France, moi, je te dis, personnellement, moi, je me considère comme un enfant du ghetto français. Quand je reste 5 mois au pays, là, je te jure, la France, elle me manque. Je viens en France, je fais 2-3 mois. Je vois des frères comme toi, je vois des frères comme Sean. Mais ça me donne envie après d'aller au pays travailler. Mais si je reste trop longtemps au pays, que je perds ce contact avec la diaspora, je te le jure, je vais aller en diminuant. Parce qu'au pays, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il faut dire la vérité. C'est l'amour le dogme de l'impunité, le dogme de la médiocrité. Tout le monde veut fuir, tout le monde veut laisser le bateau couler. C'est ça la vérité au pays. C'est ça la vérité, c'est que sans des gens comme toi, sans des gens comme nous, je te le jure, les pays seraient aujourd'hui dans une très mauvaise passe. Et ils le savent. Mais on n'aide pas la diaspora à revenir. On n'aide pas la diaspora à investir. Et le pire, on n'aide pas la diaspora à ne pas se faire arnaquer quand elle vient aider le pays. Toi, peut-être, tu es Sénégalais. L'État du Sénégal, tu as peut-être des enfants. Est-ce qu'ils t'ont envoyé une seule fois une lettre pour savoir comment vont tes enfants? Une seule fois dans la vie. De temps en temps, la France, ils te demandent, est-ce que tes enfants ils vont à l'école? Est-ce qu'ils sont bien soignés? Ils vérifient. S'ils ratent un jour d'école, la France, il te demande des explications pourquoi tes enfants ne sont pas venus. Est-ce que l'État sénégalais, une seule fois, ils t'ont demandé comment ils sont nos enfants que tu élèves là-bas en France? Voilà.
Voilà où nous sommes. C'est l'amour de la médiocrité, la détestation de soi et l'amour exagéré et intempéré pour les autres, pour les étrangers. Voilà. Donc moi, je suis... le ghetto français, c'est mon pays. Voilà. Je suis pas français, hein. Carte séjour. Toujours. Tu veux pas plus? Hein? Tu veux pas plus? Non. Moi, si mes enfants, ils ont, c'est bon. Mhm. Moi, je suis Sénégal, mon ami. Sénégal. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, c'est 10 bloods. 10 bloods, 10 bloods, 10 bloods. Guns Papi. Voilà. Non, c'est magnifique. Voilà, voilà. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais je te donne un autre exemple. La carte de séjour que la France nous donne est plus puissante que notre carte d'identité. Tu veux partir en Turquie à partir de Dakar, il faut peut-être ton visa, il faut rester peut-être 6 mois pour avoir le visa. Encore, il faut étudier. Tu as une carte de séjour de Sénégalais ici. C'est visa électronique, tu tapes, tu pars tout de suite. La carte de séjour que la France nous donne, elle est plus puissante que notre carte d'identité, t'imagines? Tu peux voyager avec ta carte de séjour partout ici. Là, je vais en Albanie. Elle ne fait même pas partie de l'espace Schengen. Juste parce que j'ai la carte de séjour de la France, j'entre en Albanie tant que je ne fais pas 90 jours. Nos États doivent se poser des questions. Qui ils sont? Qui ils sont? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et pourquoi ils chérissent tant d'étrangers? Ils laissent tant d'étrangers assouvir tous leurs caprices sur nos territoires et ne rien avoir en contrepartie. Voilà. Voilà. Mais je te pose la question. La pauvre carte de séjour, même temporaire qu'elle soit, même qui dure 1 an, elle est plus puissante que nos cartes d'identité maliennes, sénégalaises, tout ça là. Attends, on va où là? C'est criant de vérité en tout cas. On va où là? Voilà, et tu nous demandes après d'insulter la France, mais toi, tu fais rien. Tu fais rien. Faut arrêter. Moi, je n'insulte pas la France. Et t'as bien raison, frère. En tout cas, le message est passé, 25. Mais, tu sais, comme je te le disais même tout à l'heure, voilà, toi, t'as de la bouteille, t'as pris du recul, etc. Mais il y a ton slogan. Tout simplement, tu disais que l'argent, c'était rien, que le respect, c'est tout. C'était tout. Même à travers ce que tu véhicules, à travers tes anecdotes, etc., tu parlais de Olivier Metzner. Tu vois, grand avocat qui a perdu la vie. Voilà, ça fait plaisir. Franchement, tu as lu le livre. Ça fait trop plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, il l'a bien lu. Il l'a bien lu, les frères. Il l'a bien lu. Machiavel du ghetto, mec. Tu vois, tu parlais de toutes ces choses-là en disant que la condition financière ne déterminait pas la suite et l'individu. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis des certitudes absolument certaines. Voilà. Que ce n'est pas l'argent, toutes ces histoires qu'on nous raconte là, l'économie qui va ramener le respect à l'Afrique. Ce qui va ramener le respect à l'Afrique, c'est avant tout d'abord le rétablissement de son histoire véridique. L'attachement à la terre d'Afrique. Et le sacrifice suprême quand il le faudra. Voilà, c'est ça qui donne. Les gens, ils respectent les Daghestan, il n'y a pas d'argent. Les gens, ils respectent l'Afghanistan. Il y a de l'argent en Afghanistan. Faut arrêter ces histoires. Ouais, c'est économie. Bon, c'est bien. Mais, mon ami, l'argent, il fait que les laquais ils soient autour de toi. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le respect. Tu sais, Dieu, quand il a créé ce monde, il a fait que les choses les plus importantes, comme la foi, la santé, le respect, la bravoure, l'amitié. Exact. L'argent ne peut pas les acheter pour que tout le monde puisse accéder par son effort personnel. L'argent ne peut acheter que des choses matérielles subalternes. Mais les choses qui font de cette vie, comme là, dans ce cas d'Emmet, il va dans un supermarché, je vais acheter 15 kg de respect. Je vais acheter 15 kg de santé.
Si tu te mets pas sur la piste, tu cours, tu fais ton cardio, tu fais attention à ça, ça veut dire que tu t'abstiens, tu te sèvres, ça veut dire que tu te respectes, ah ben, tu n'auras pas la santé, même si tu mets tout l'argent du monde entier. La foi en Dieu, ben, va dans une mosquée, amène l'argent, tu vas voir si tu vas avoir la foi en Dieu. Enfin, c'est un travail sur soi. Pour que quiconque, quand il vient devant Dieu, les choses les plus importantes, il n'ait pas d'excuses à dire, ouais, j'avais pas d'argent. Voilà. L'argent, c'est pour les subalternes. Tous les grands de ce monde, les véritables grands de ce monde n'avaient pas d'argent. Le personnage le plus grand en France, qu'on appelle Général de Gaulle, ne cherchait pas l'argent. Ahmadou Bamba n'avait pas d'argent. Notre modèle absolu, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas d'argent. Il vivait pauvrement. Et regarde aujourd'hui. En prononçant son nom, le monde entier saute. Le monde entier. Le monde entier. Des coins où il n'a jamais mis les pieds. Exact. Voilà. C'est pas à cause de son argent. Voilà. Donc, si on a tous ces exemples-là, on ne comprend pas que c'est pas l'argent et qu'il faut qu'on revienne sur nos bases, comme on dit vulgairement, c'est que vraiment, on n'a rien compris. Et c'est l'un des thèmes principaux aussi du livre. Le retour au respect. Voilà. Ça, tu l'as toujours prôné. Voilà. Mhm. On va partout chez WSL. Merci, 25. Non. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu as lu le truc. Mais je mens pas, moi. Non, you're good, nigga. You're good. Non, t'es un bon. C'est important, frère. Non, t'es un bon. C'est important. T'es un bon. Et GFG dans tout ça, où ça en est? GFG. Où ça en est? Parce que moi, vous me faites penser un petit peu au label Raucus, tu vois, où il y avait les Talib Kweli, où il y avait les Mos Def, où il y avait les... Tu vois ce que je veux dire un peu? Les entrepreneurs nés, des gens du terrain, des gens qui font. Vous en êtes où aujourd'hui? Même l'aspect musical, si je peux dire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, l'aspect musical, c'est le néant. Ouais. Il y a Sean, il fait son travail à côté. Ouais. Voilà. Moi, l'aspect musical, c'est le néant, comme je t'ai dit. Mais je dis que c'est ça ce qui est mieux. À un instant, comme je te dis, il faut laisser la place. C'est ça qui fait le respect. T'imagines si aujourd'hui encore on était là à se disputer la place, avec parfois même des petits qui peuvent être nos enfants. Et mon ami, à un instant, il faut avoir un peu de dignité, se retirer et dire, bon, moi j'ai fait mon temps, je vous laisse la place. D'accord? Et c'est ça qui construit le respect. D'accord? On a bien compris que tu as tourné la page 25. Ouais, c'est bien. Voilà. Je voulais cette fois-ci te lancer sur une énième fois le Sénégal. Tu sais, nous, il y a quelques temps, on a reçu Juan Branco. Ouais. On a reçu Juan Branco. Ouais. Et toi, j'ai vu ici et là que c'était un personnage que... J'exècre. Je trouve que le terme est un peu fort. Mais Ah ben moi, je trouve le terme, il est très faible. Mais pour finir mon propos, c'est que tu sais, nous, on a reçu un homme qui parlait vraiment avec respect du Sénégal. On a reçu un homme qui demandait la permission avant de prendre la parole publiquement. On a vu un homme qui faisait partie d'un conglomérat d'avocats. Tu comprends? Il s'est pas érigé en tant qu'homme blanc ayant les pleins pouvoirs, détenant la vérité. Tu vois? Et ça, je pense que c'est un point qu'il faut surligner. Tu vois ce que je veux dire? Moi, regarde, pour finir mon propos, excuse-moi, c'est une question à rallonge, hein, mais tu sais, le Che Guevara, à son époque, il allait en Algérie, il allait au Zaïre, et aujourd'hui, on aurait dit qu'il faisait du consulting. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, personne n'y voyait d'inconvénient. Bon. Juan Branco ou machin Branco, je sais pas quoi. Franchement, je te dis, tu as beaucoup de chance. Le Sénégal, il aurait eu un président comme moi, je t'aurais en place publique. Le Sénégal, c'est pas une serpillière. Malheureusement, nous avons un gouvernement. C'est pour cela que maintenant, j'exècre le président Macky Sall. Il a fait en sorte que n'importe quel saltimbanque peut venir essuyer ses salissures sur le Sénégal sans que rien ne lui arrive. Wallah, je suis trop content que tu me poses cette question parce qu'elle me fait très mal, tu vois. Le président Macky Sall, il a fait plein de réalisations matérielles.
Mais il a terni tout son tableau en laissant beaucoup de gens manquer de respect au Sénégal, que ce soit quelques États voisins, ou que ce soit même comme ce genre d'énergumène-là. Comme ce genre d'énergumène, d'accord? Je n'ai aucun respect pour lui. Je n'ai aucun respect pour les Sénégalais qui l'ont aidé dans son petit forfait. Wallah, je n'ai aucun respect pour eux. Moi, j'estime un conflit interne. Si moi, demain, j'ai un conflit avec toi, Elhadj, le chairman sénégalais, frère, comment que je sois damné si j'amène un étranger. Je préfère perdre en face de toi que d'amener un étranger pour gagner en face de toi. Parce que nous avons quelque chose en commun qui nous transcende, c'est l'amour de notre patrie, c'est l'histoire de nos ancêtres. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quiconque introduit des étrangers dans des histoires internes, c'est un traître. Et quiconque permet à notre chère terre, notre cher pays, de se laisser marcher dessus comme le président Macky Sall, ira dans les égouts de l'histoire. C'est ce qu'il a fait. Ousmane Sonko, il l'a pris. Je ne respecte pas Ousmane Sonko pour ça. J'en ai rien à foutre de ce que les Sénégalais pensent. D'accord? J'en ai rien à foutre. Ça me blesse franchement parce que ça diminue la valeur de notre pays. Voir un mec venir parader dans notre pays. Il aurait fait ça en Algérie. Il n'oserait jamais. Ça lui passerait jamais. Ses ancêtres l'auraient appelé de l'au-delà, lui dire va faire ça en Algérie. Il l'aurait pas fait. Parce qu'il sait ce qui va suivre. Mais là, pour lui, c'est une terre de nègres. Je peux venir. En plus, j'ai des collabos là-bas, des oncles Tom qui vont m'aider à ridiculiser leur propre pays. D'accord? Voilà. Tu sais, mon frère Elhadj, parfois, il faut qu'on sache se passer de ces pseudo-charités. Ces pseudo-gens qui viennent de l'extérieur toujours faire semblant qu'ils nous veulent du bien. Ça fait 400 ans, 500 ans qu'ils nous font la même rhétorique. Nous avons assez d'avocats plus qualifiés que lui. D'accord? Nous avons des intellectuels à qui il n'arrive même pas à la cheville. D'accord? Et quand je l'ai vu venir, tous les avocats sénégalais s'écarter pour lui laisser la place. Subhanallah, wallah, c'est comme si on avait enterré le Sénégal. Ah, j'ai tellement de respect pour notre pays, wallah, moi je ne peux pas me permettre ça. Je ne peux pas me permettre ça. Comme je te dis, Elhadj, wallah, je préfère ta victoire sur moi qu'une défaite. Je préfère ta victoire sur moi que ma victoire sur toi avec un étranger. Voilà. Voilà. Tu sais, je vais te dire la vérité. Voilà. Them niggas is out. Them niggas is out. Juan Branco, écoute-moi très bien. Toi et tous les Sénégalais qui sont à Paname avec toi. J'aurais été président du Sénégal, je t'aurais 25. Non. Je t'aurais toi 25. Et les petits Sénégalais qui sont avec 25. Toi. Non. Voilà. Non, 25, okay. S'il te plaît. Ok, bon, s'il te plaît. Ok, je m'arrête là. Ok. Mais tout ça pour te dire, on va non, bon, 25. Si tu veux, tu coupes. Non. Okay. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était pour te dire, moi je t'ai lancé volontairement sur le sujet parce que je sais ce que tu penses de la situation. Nous, on l'a reçu, on a échangé à ce propos et on est dans notre travail. Toi, tu es un journaliste. Tu vois ce que je veux dire? Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai vu un homme qui a vraiment parlé avec respect du pays, qui a parlé avec respect du président Sonko, tu vois ce que je veux dire, et qui n'était pas dans une optique où il venait avec la vérité et il allait dicter la conduite de tout le monde. Maintenant, chacun a son avis sur la question. Je suis pas le plus calé sur le domaine. Tu vas venir parader, venir, ouais, machin. Eh oh, c'est pas ton pays, mec. C'est pas ton... On préfère que le Sénégal se noie que ton aide. C'est pas ton pays, mec. Il faut savoir dire ça. Les Sénégalais, ils n'osent pas dire ça. C'est pas ton pays, mec. En tout cas, voilà, comme tu sais, ici on parle de tout, on parle avec à cœur ouvert, et avec respect surtout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais et dans tout ça, 25, toi, comment tu vois la situation du Sénégal même? T'es positif, ça te laisse perplexe? Tu sais, mon rêve, c'était que, franchement, qu'un gars du sud du Sénégal soit président du Sénégal. Tu sais pourquoi je te dis ça? Dis-moi, frère. Parce qu'ils n'ont jamais accès à ce poste. Et c'était la meilleure manière de montrer que notre pays, il appartient à tout le monde. Les Sérères ont été présidents.
Les Alpulaar ont été présidents. D'accord? Les Wolofs ont été présidents. Mais les Mandjak, les Djola, les Bédik, les Djaranké, les gens de Tamba, bien sûr, ils n'ont jamais eu. C'était la meilleure occasion de laisser. Mais la manière dont Sonko il l'a fait, c'est pas bon. C'est pas bon. C'était genre, je prends en otage. Non, tu prends en otage rien du tout. Le pays ne t'appartient pas, mec. Le pays ne t'appartient pas. Il appartient à tous les Sénégalais. En instant, si tu veux avoir la stature d'homme d'État, tu dois mettre l'honneur du pays au-dessus de tout. Ne pas introduire des étrangers. Ne pas accepter que le pays brûle pour tes propres intérêts. C'est ça qu'on appelle un homme d'État. C'est ça. Même si le président Macky Sall t'a fait plein de crasses, tout le monde le sait. Tout le monde l'a constaté. Mais la grandeur veut que pour l'amour du Sénégal, tu laisses l'honneur du Sénégal intact et t'introduis pas les étrangers. Et là, le Sénégal te serait reconnaissant à vie. Et il n'a pas fait ça. Ça veut dire que son amour pour le Sénégal, il manque encore. Voilà. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois ça. D'accord? Quand tu aimes, tu te sacrifies. Tu te sacrifies. Aujourd'hui, le Sénégal, il est dans une phase, il ne faut vraiment pas qu'on rate. Tu vois, ce passage-là, c'est un passage très tumultueux. absolument. On peut s'en sortir comme on peut sombrer pour de bon. D'accord? Il nous faut donc des gens très éveillés, des gens très précis, pas passionnés, des gens vraiment de raison. D'accord? Des gens très précis qui font ce travail. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que de la passion. D'accord? On a même, c'est quoi le programme? Le programme, c'est qui va participer aux élections. Voilà. On ne parle pas de santé. On ne parle pas d'éducation. On ne parle pas de la chose la plus importante, la sécurité dans le pays. Nous allons être peut-être le 10e plus grand producteur de gaz dans le monde. Exact. Nous pouvons fournir le Maroc aujourd'hui. Nous pouvons fournir l'Espagne. Nous pouvons même fournir la France, l'Allemagne. Je vois toutes ces délégations là venir au Sénégal aujourd'hui pour le gaz sénégalais. Tu ne penses pas que ça va amener plein de convoitises des étrangers chez nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour la sécurité? L'armée sénégalaise, on est à combien? 10 000, 15 000? On devrait être aujourd'hui à 100 000. Le Mali brûle, le Burkina brûle, le Niger brûle, mais le Sénégal pense qu'il est immunisé. Ce sont nos voisins. Tôt ou tard, si on ne prend pas ce problème, il va venir chez nous, à bras le corps. En aidant les Maliens, en aidant les Burkinabés, en aidant que toute cette zone soit pacifiée. Voilà ce que je pense. D'accord? Donc, il nous faut aujourd'hui des gens très, très éclairés, Elhadj. Parce que de là, nous pouvons vraiment sortir de cette condition. Vraiment. Si on fait très attention. Mais si on ne fait pas attention, je te jure, on peut sombrer complètement. Et là, il y a des choses... Voilà, j'ose pas imaginer. Voilà, rien que d'y penser, voilà, ça... Voilà. En tout cas, on prie très fort pour le pays. Hein. Voilà. Et qu'on arrête ces rhétoriques-là, ces petites oppositions. Aucun d'entre nous ne peut rien faire. Le Mali ne fera rien du tout. Le Burkina ne fera rien du tout. Le Niger ne fera rien du tout si on ne fait pas une véritable zone économique. D'accord? Et le Sénégal jouera une partie très importante parce que c'est lui qui a la façade maritime. Qu'on le veuille ou pas. Voilà. Ils peuvent faire tous les discours du monde entier. C'est le Sénégal qui a la façade maritime. Quand j'entends parfois des Maliens dire on va prendre de l'Algérie, qui va parcourir 4000 km d'Alger jusqu'à Bamako, avec tous les déserts qu'il y a, 50% des marchandises n'arrivera pas. Moi, je peux te le dire. La rhétorique, ça. Voilà. On peut avoir aujourd'hui un État de 200 millions d'habitants. On peut avoir, si on se regroupe, avoir jusqu'à 1 million de soldats. Là, quand on va nous parler, on va faire attention aux mots qu'on utilise. Mais sinon, qu'est-ce que tu crois? On peut tous bomber le torse. Hein.
Dire, ouais, on a acheté des armes, on est avec des Russes, mais on va rien faire. On va rien faire. Et le Sénégal, qu'il le veuille ou pas, jouera un rôle important, celui qui a la façade maritime. Qu'il le veuille ou pas. Et comment t'expliques, ce sera ma dernière question, que le Sénégal ne soit pas un hub déjà, Dakar, tu vois? Ça arrive, hein. Ça arrive parce que moi, je vois de plus en plus de sociétés. Franchement, maintenant, on a tout. On a toutes les grandes sociétés. Moi, je les vois là-bas. Mais c'est pas ça, ce que j'appelle le développement. Puis, tu sais, nous, on confond toujours développement et avancement. Pour nous, quand il y a des sociétés, quand il y a des immeubles, dernier cri, on appelle ça développement. Ça, c'est pas le développement. Développement, c'est quand l'individu le plus bas de la société, il a accès à ces trois principaux. L'éducation, la sécurité, la santé. La santé, exact. Voilà, ça, c'est le développement. L'éducation, la santé, la sécurité. C'est ça ce qu'on appelle le développement. Sinon, ça, ce qu'on a, c'est de l'avancement. Ça veut dire quelques élites sénégalaises, quelques richissimes sénégalais ont fait des trucs pour que des investisseurs viennent au Sénégal travailler et ils partagent avec eux. Mais le peuple ne voit rien. C'est pas du développement, c'est de l'avancement pour certains Sénégalais. Mais 90% des Sénégalais ne voient pas ce qui se passe. Donc, il faut qu'on revoie tout. Il faut qu'on revoie tout, tu vois. Il faut qu'on revoie tout. D'accord? L'avancement. Donc, on sépare l'avancement du développement. Voilà. En tout cas, 25. Merci infiniment. Au nom de toute l'équipe de WeSL, franchement, pour cet échange. Tu parles avec le cœur. Tu rassembles. Bon, on a eu quelques points de divergence. Mais ça fait partie de la vie. Mais attends, c'est son point. Tu sais, toi, tu es un journaliste. Tu n'es pas là. Tu es là pour faire écho de toutes les opinions. Exact. Si c'est pour... Sinon, c'est de la propagande. Absolument. D'accord? Absolument. Il est venu, il a dit. Je suis venu, j'ai dit. Il y a plein de Sénégalais qui ne sont pas d'accord avec moi, je suis certain. Absolument. Absolument. Certain, je le sais. Exactement. Peut-être même que je pense même que je suis minoritaire. En tout cas, il y en a plein qui ne partagent pas ton avis. Je sais. Mais nigga, I don't give a shit. D'accord? C'est ce que mon amour, mon respect pour le Sénégalais me donne la voie à prendre. La voie que je pense qu'on devrait prendre. Voilà. Mais je ne sais pas comment le Sénégal, je suis 1 sur 17 millions de Sénégalais. Exact. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas d'accord. Voilà, qui pensent qu'il fait du bien au pays. Mais moi, je pense que largement, ils se trompent. En tout cas, ce qui devait être dit a été dit. T'es un frère que j'aime énormément, frère. Merci encore une fois pour ta disponibilité, pour ton enthousiasme, ta gentillesse. Et frérot, tu sais très bien ce que je pense de toi, ce qu'on pense de toi. Merci, frère. Franchement, je suis trop content d'être là. Et tu sais, là, dès que je suis venu en France, je dis, Wallah, il faut que je vais capter le frère pour faire l'émission. Franchement, je tenais à faire ça, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, je suis très content, je suis très fier de ce que tu fais. D'accord? Tu es une force pour le ghetto français. Et bientôt, Inch'Allah, moi, j'espère encore que ça va encore prendre de l'envergure. Voilà, et surtout que ça va couvrir notre cher pays. Notre cher pays, il a besoin de toutes les forces disponibles. Toutes les forces disponibles, on en a besoin. D'accord? Voilà. Voilà. Et, Inch'Allah, d'accord, on travaille, que tu travailles pour les gens de ton coin. Voilà, que notre pays, il avance. Voilà, c'est tout. Alhamdulillah, vraiment, merci beaucoup pour tout. Et je vois que ça avance. Et vraiment que Dieu en fasse encore plusieurs, Inch'Allah. Merci, mon frère. Merci, sincèrement. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects. Avec mon homeboy, mon bat frangin. C'est lui qui le nomme Guns Papin. Alphavel. Boss P. Non, il veut attendre. Boss P. Non. Pour WeSL, mes paroles valent cher. Peace. Peace, my nigga. We hustle, baby.